c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons PB Poncelin, fondateur de Copy Rockstar. PB Poncelin est un marketeur qui aime regarder la mer, manger du comté affiné 18 mois, s'il vous plaît, et jouer à Zelda. Il a développé des business à 6 chiffres dans la prestation de services, dans la formation en ligne, puis dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, il accompagne les coachs et formateurs pour les aider à doubler leur CA sans doubler leurs efforts. En parallèle, il forme également des copywriters et des marketeurs. Bonjour PB, comment vas-tu ? Bonjour à vous, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans le podcast. Merci à toi. Et pour commencer, on a toujours un petit jeu de questions-réponses. Charlotte est passée au micro avant toi pour faire ce petit jeu d'ailleurs. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est simple, on pose des questions, c'est oui ou c'est non, t'as pas besoin de justifier. Ok, ça roule, je suis prêt. Parti. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Insta notamment et eu 0 réponse ? Probablement. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans un post ? Oui, souvent. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui. Ah. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui, mais ça n'a pas non plus été un gros problème. Ok. Il a fait un petit coucou, mais ça t'a pas bloqué. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton business, par rapport à ton business ? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Non. Est-ce que tu as déjà remis en cause tes choix, tes décisions ? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as toujours confiance en toi ? Ça va, ouais. Oh, le voilà ! Le tout premier. Ok, Ah bon ? donc on arrête tout l'épisode, on s'arrête et on va se focus sur uniquement cette réponse-là. Ok. Où, quand, comment ? Comment fais-tu ? Ouais, on n'a jamais de oui à cette réponse, donc on s'est dit, le jour où on a quelqu'un qui nous dit oui, eh ben, il faut nous dire la recette miracle, du coup. C'est fou ça. Ah mais attends, c'était est-ce que tu as toujours confiance en toi, genre toujours en mode après toutes ces aventures, est-ce que tu as toujours confiance en toi ou est-ce que tu as toujours en confiance en toi en toutes circonstances ? Parce que moi je répondais oui à la première, tu vois, à la deuxième en toutes circonstances, non. Ok, oui, ok, ça marche. Ouais, donc on nuance un petit peu. Par rapport à toutes les looses qui te sont arrivées, oui, aujourd'hui, tu as toujours confiance en ton expertise en toi, etc. Mais dans la vie de tous les jours, il y a forcément des moments où ça coince un petit peu. Exactement. Ok, ça marche. Bon, on est rassurés là, parce que sinon, non, je rigole. Bon, en vrai, ça serait possible, hein, mais bref. Ok, alors du coup, nous, si on t'a invité sur le podcast, donc c'est sous les bons conseils de Charlotte qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines, mais c'est surtout aussi parce que tu as vécu une méga loose, que je mets entre guillemets, qui a bien failli te coûter ta boîte finalement. Donc pour te suivre depuis quelques temps, tu renvoies une image d'un mec qui réussit, tu vois, qui est un petit peu sûr de lui, qui n'a peur de rien et qui vit aussi accessoirement sa best life. Sauf que début 2023, tu as lancé une offre de membership et qui, selon tes propos, t'a mis en PLS pendant 4 mois. Donc, du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu ton entreprise à l'instant T ? Est-ce que tu avais déjà, j'imagine, de la clientèle ? Ça se développait plutôt bien ? Pourquoi tu as lancé ce membership ? Qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Alors, on était donc début 2023, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça faisait 2 ans, 2021-2022, ouais, c'est ça, 2021-2022, ça faisait 2 ans que j'accompagnais des copywriters. D'abord via un premier membership, ensuite via une grosse formation en ligne et ensuite via un programme d'accompagnement. On a un peu cranté comme ça. Et
Et on arrive en 2023. Je dois vous avouer que je ne sais plus ce qui m'a amené à prendre une décision de merde pareille que de relancer ce membership, en fait, parce que j'avais un produit qui fonctionnait bien, qui faisait de l'argent. Alors, on avait, en fait, le début de cette loose, c'est que les lancements de ce produit étaient tous moins bons les uns après les autres, en fait. En gros, on avait fait un lancement à 35 000 balles, ensuite un lancement à 20 000 balles, ensuite un lancement à 10 000 balles. Et en fait, le dernier lancement, c'était à 10 000 balles. Et là, je me disais, bon, bah, c'est un peu la merde quand même. Et à partir de là, en fait, le problème n'était pas un problème d'offre, c'était un problème de trafic, tout simplement. J'avais pas assez de trafic, je faisais pas de pub, donc c'est normal s'il se passait rien, en fait, et si les ventes baissaient, parce que si on fait pas venir de nouveaux prospects, on risque pas de vendre. Donc c'était la merde, et pour une raison qui aujourd'hui, vraiment, je ne m'en rappelle pas, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, ça me saoule, l'accompagnement, tout ça. Je vais relancer un membership tranquille à 100 balles par mois pour aider les gens à devenir meilleurs en marketing. On lance. Donc déjà, le business n'était pas dans sa meilleure forme à ce moment-là. On lance. Je fais genre 15 ventes, c'est genre vraiment de la merde et en termes de résultats. Et en fait, ensuite, à partir de là, pendant 4 mois, ça a été galère en fait pour faire rentrer des nouveaux clients à la fois là-dessus. Mais bon, là-dessus, j'avais un peu abandonné dès le mois de janvier où je m'étais dit, bon, le truc, les gens n'en veulent pas et ça n'a pas l'air de résoudre mon problème. On croit souvent que les memberships vont résoudre nos problèmes de cash flow mensuel alors que c'est juste une croyance et un rêve, mais ça n'arrive pas, c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, ouais, voilà ce qui s'est passé pour que en fait, ce lancement foiré, moi je me suis un peu retrouvé démuni parce que c'était un peu mon plan de l'année, tu vois, c'était je développe ce truc-là et je fais rien d'autre. Et après c'est bon, bah du coup si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Et tout le monde me disait que mon problème c'était l'acquisition, et moi je mettais tous mes efforts sur la conversion encore et encore et encore parce que je ne savais pas faire d'acquisition et que j'avais apparemment pas envie d'apprendre à ce moment-là. Et voilà ce qui a fait que, en étant un peu con pendant 4 mois, tant que je me suis pas un peu relevé les manches pour faire autre chose, c'était la merde. J'aime bien comment tu le racontes parce que t'as pas honte de dire que t'as fait de la merde. T'as pas honte de dire non plus que c'était de ta faute parce que souvent on a tendance à chercher des excuses à l'extérieur alors que la source du problème c'est très souvent notre travail en tant qu'entrepreneur. Juste pour revenir, parce que du coup là t'as une analyse assez lucide sur la situation. Toi, pendant ces 3-4 mois justement où il y a rien qui allait, entre guillemets, c'était quoi tes réflexions à ce moment-là? Est-ce que tu avais conscientisé le fait que c'était un problème d'acquisition ou un problème de business model aussi, peut-être, pourquoi pas? Je sais pas si j'étais très lucide à l'époque. Déjà, pour lancer un membership avec une petite audience, faut déjà pas être très lucide. Maintenant, en fait, il y avait plusieurs éléments. Il y a aussi moi qui voulais un petit peu changer de cible parce que je me reconnaissais plus trop dans ma cible de l'époque. En fait, j'accompagnais des copywriters déjà formés. Et j'avais plus d'ambition que eux pour eux, et en fait moi ça me frustrait, tu vois, quand je parlais à quelqu'un qui me dit non, moi je veux juste gagner 2000 € par mois, et que je suis là, mais tu vas pas aller très très loin dans la vie si tu fais que ça. Pense à ta retraite, pense à tout ce que tu veux, en fait avec tes 2000 balles en tant que freelance, c'est pas ouf quoi. Et on n'était pas trop sur la même phase par rapport à ça, en fait, niveau ambition. Je me reconnaissais plus là-dedans, je voulais donc changer de cible. Du coup, je me dis, bon, on va vendre aux entrepreneurs. Apparemment, dans mon audience, les entrepreneurs, il y avait ce problème d'acquisition, ils étaient pas là. Donc, je me suis dit, bon, le nouveau membership, ils ont pas l'air d'en vouloir. L'offre, je pense pas qu'ils en veuillent. Et même moi, là, a posteriori, je pense que l'offre était claquée au sol. C'était pas mal sur le papier, mais aujourd'hui, tu me proposes la même chose. Je me dis, bon, je sais pas trop quoi faire de ça, quoi. Alors que juste avant, j'avais eu un autre membership qui fonctionnait très bien et qui aurait été un best-seller, mais j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Donc, voilà. Il y a eu ça. Il y a eu quoi d'autre? Moi, j'ai eu quand même des problèmes de marché. Alors, je veux pas dire que c'est la faute du marché, mais c'était le début de ChatGPT, donc tout ce qui était copywriting et compagnie, c'était pas là où on avait trop envie de mettre de l'argent à ce moment-là.
Pendant cette période, est-ce que t'as eu des pensées particulières ou t'as compris de suite que c'était des problèmes d'acquisition? Qu'est-ce qui s'est passé en Ah fait dans ouais. ta tête et dans tes actions pendant cette période-là? C'était la merde, c'était la merde. Je savais que c'était un problème d'acquisition, je ne savais pas comment le résoudre. Je me suis quand même donné, genre, à ce moment-là, pour faire de l'Instagram tous les jours, ce qui a aidé à relever un peu le niveau, même si mes posts n'étaient pas les meilleurs du monde, je postais tous les jours. Et ça m'a permis de recréer un petit peu une audience. Donc j'avais ce problème, j'avais un problème d'offre parce qu'effectivement, c'est pas en vendant un truc à 100 balles par mois que tu vas devenir millionnaire. Et, et en fait, rien n'allait. En fait, l'acquisition n'allait plus. C'était vraiment un pivot qui a été amené de façon peut-être un peu abrupte et où je me suis pas laissé le temps de bien faire le pivot. En fait, de passer d'une cible de copywriter à une cible d'entrepreneur. Donc l'acquisition n'allait pas, l'offre n'allait pas. Toute la manœuvre a été mal faite, quoi. Tout simplement. Ouais, en fait, tu as voulu changer de cible, si je comprends bien, mais tu as voulu le faire relativement vite, Ouais, finalement. Enfin, c'est ça. genre, c'est bon, j'en ai marre, ça me va plus, je trouve plus trop de sens, donc je change. Tiens, j'avais un membership, ça avait bien marché, donc je vais tenter avec mon autre cible. Mais tu es allée, pleine balle, quoi, droit dans le mur et comme tu l'as dit tout à l'heure et ça m'a fait sourire, j'avais pas envie d'apprendre, quoi. Je savais que c'était ça le problème, mais j'avais pas envie d'apprendre. J'étais, un peu têtue sur tes actions, quoi. C'est ça. Je crois que je faisais pas de pub à ce moment-là. Ou alors j'en avais testé, ça m'avait soi-disant pas apporté des résultats. En tout cas, je me disais la pub ça marche pas. Finalement, j'ai fait le point 6 mois plus tard. La pub, j'avais mis 1 000 euros, ça m'en avait ramené 8 000. Donc en fait, la pub elle marchait très bien. J'étais juste incompétent pour traquer mes pubs en fait. Donc ça. Et effectivement, après niveau compétences d'acquisition, bah ouais, je savais que ça faisait des années que c'était un problème et je changeais pas grand-chose pour ça quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu étais aussi, têtue, du coup, sur le fait de: «J'ai pas envie de changer, enfin, je me forme pas là-dessus» ou qu'est-ce qui fait que ça a bloqué autant? Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de c'est même pas tant j'ai pas envie de me former, c'est, en fait, je pense qu'il y avait cet enjeu de, la trésor est basse, donc t'as pas le temps, de construire une audience, d'attirer du trafic. J'avais pas les compétences en pub. J'avais vraiment pas les compétences et à l'époque, j'avais pas envie de foutre les pieds dedans parce que j'avais la croyance, parce qu'on aime bien faire tourner la croyance que faire de la pub c'est compliqué, alors que faire de la pub, voilà, j'ai appris cette année, je me suis mis à niveau en 1 mois max et c'était terminé, tu vois. Euh, et vraiment aller dans un business manager, pareil, t'apprends ça en une demi-journée et c'est bouclé. Donc en fait, j'avais la croyance que c'était compliqué, donc j'y allais pas. Euh, Et l'autre élément, c'est que voilà, tu as une trésor qui est basse. Et du coup, tu te dis, bah, mon but là, c'est pas d'avoir des prospects, c'est d'avoir des clients en fait. Et du coup, c'est de vendre des trucs. Sauf que vendre des trucs à des gens à qui tu as déjà tout vendu sur ces 2 dernières années, bah, ça devient compliqué. Juste pour recontextualiser, ton audience, par exemple, sur les réseaux sociaux, t'avais une grosse audience qui te suivait depuis longtemps ou tu démarrais entre guillemets de zéro ou t'avais tout à créer? Bah, j'avais 3 000 à 4 000 personnes sur LinkedIn, mes prestataires de services, donc plus tellement ma cible. J'avais peut-être 1000 ou 1500, 1500 personnes, je crois, sur Instagram, ce qui est que dalle. Et j'avais 1 200 personnes sur ma liste email, majoritairement de copywriters, 80% de copywriters en fait. Donc forcément, tu lances un truc pour les entrepreneurs, bah ils sont pas là en fait, ils sont pas en face. Ou en tout cas, il y en a trop peu pour que ce soit rentable. Et c'est ça qui derrière, c'est en prenant conscience de ça que j'ai un peu sauvé ma peau. Mais voilà, en fait, t'es dans un espèce de brouillard de bah là, la trésorerie est basse, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Donc, je me concentre sur faire rentrer de l'argent et faire des offres, alors que c'était pas ça la solution. Enfin, c'était une partie de la solution. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a ce sentiment d'urgence là et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu étais quand même lancée avant et que ça fonctionnait bien et de voir que finalement, toi aussi, ça te touche parce qu'on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont peut-être moins avancés dans le business, qui nous ont dit, bah, souvent, on a ce sentiment d'urgence, comme tu dis, là, il me faut de l'argent, il faut des clients, j'ai pas le temps de mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle offre, enfin ou de me former, en fait, tout simplement. Mais en fait, tu as quand même
enfin voilà, tu es pressé par cette urgence, mais c'est là généralement qu'on fait les plus grosses erreurs, C'est ça. comme tu dis, je me focus sur les mauvais points et derrière, on fonce droit dans le mur. Alors qu'on sait pertinemment en plus, vers où il fallait se diriger, mais Exactement. comme tu dis: «J'ai pas le temps, il faut y aller quoi, faut renflouer les caisses». C'est ça, c'était exactement ça. Donc en fait, tu es dans l'urgence, tu prends les mauvaises décisions, quoi. Et puis j'imagine aussi peut-être d'un point de vue purement financier, entre guillemets, est-ce que tu avais des charges que peut-être certains entrepreneurs n'ont pas encore, notamment si tu délègues des prestations, des trucs comme ça, qui t'obligeaient à rentrer de l'argent parce que tu dois payer des factures plus importantes en fin de mois, ou tu étais solo et tu gérais tout seul? Ah non, j'avais 10 000 balles de charges mensuelles, quoi, dont mon salaire, mais il fallait que tous les mois, je rentre 10 000 balles, quoi. Sinon, j'étais à perte et c'était à la merde. Ouais. Pour de bon, quoi. Et du coup, donc, tu dis ça t'a mis en PLS pendant 4 mois. C'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit, bon là j'arrête les frais, faut que je trouve une autre solution, faut que je change mon fusil d'épaule, faut que je change quelque chose? Et bah, c'est de commencer à plus dormir la nuit parce que je faisais des crises d'anxiété tous les soirs et je me disais, bon, bah là, c'est plus possible. Et il y a eu une forme d'enchaînement d'événements où du coup moi j'ai repris à ce moment-là les consultings que je faisais en fait, que j'avais un peu arrêté, des consultings donc one pour des entrepreneurs qui eux se vendaient bien avant, mais moi que j'avais envie d'arrêter de faire parce que ça me prenait du temps, qui du coup se vend pas au même tarif qu'un membership. Un membership, un client c'était 100 balles, consulting un client c'est 3000 balles par mois, tu vois. Donc tout de suite ça renfloue les caisses, mais tu te retrouves à passer un peu ta vie sur Zoom, c'était pas la vie que je voulais. Donc ça m'a bien soutenu. Et ensuite, de fil en aiguille, c'est redévelopper l'audience, redévelopper l'audience, qui au bout de 4 mois, je me dis, bon, là, vas-y, je vais relancer des coachings one-one et repartir de zéro. En fait, ce que je recommanderais à tout le monde de faire s'ils font un pivot ou quoi, ou s'ils se lancent ou n'importe quoi, c'est si tu veux lancer une nouvelle offre pour une nouvelle cible, tu commences d'abord par l'accompagner en one-one, quoi. Numéro 1. Donc j'ai fait ça, je fais ok, je lance des one-one, je vais aider des entrepreneurs à monter justement un business jusqu'à déjà 100 000 euros à l'époque, parce que quand même on l'avait fait. C'est après que c'était devenu compliqué. Et là j'ai eu plusieurs appels où en fait les personnes me disent, où j'ai eu peut-être entre 5 et 10 appels de personnes qui me disaient ok, ça m'intéresse de bosser avec toi, mais où je sentais qu'ils avaient aussi envie d'être entourés d'autres entrepreneurs en fait. Donc plutôt que de démarrer direct sur du one-one avec tout le monde, j'ai fait ok, bon on va vous faire un mastermind. Moi j'avais vu sur le marché qu'il y avait vraiment un trou sur les chiffres d'affaires entre 30 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires en fait. Il n'y avait pas de mastermind pour ces gens-là. J'ai dit bon vas-y, on attaque ce créneau, c'est facile pour moi d'aider ces gens-là et de les faire aller aux résultats qu'ils veulent. Qu'on va les mettre ensemble. Et là, le produit tout de suite a très très bien marché. Juste pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un mastermind, est-ce que tu peux nous en faire une petite définition, s'il te plaît? Oui, le mastermind à proprement parler, c'est un groupe d'entrepreneurs du à peu près même niveau qui se soutiennent, échangent des idées, partagent leurs coulisses, partagent leurs stratégies pour que chacun avance. Nous, on a une approche qui est qu'effectivement, on a ça dans le mastermind, mais en même temps, nous, dans notre mastermind, ce que maintenant beaucoup de mastermind font aussi, c'est que moi et mon équipe, on accompagne en fait les entrepreneurs directement avec nos systèmes, nos process et notre accompagnement pour qu'ils puissent aussi atteindre plus vite le résultat que juste avoir les idées de 20 autres personnes, quoi. OK, merci. Et du coup, j'aimerais bien revenir parce que pendant ces 4 mois là, tu nous dis: «J'ai fait des crises d'anxiété» et cetera. Justement, ouais, comment tu te sentais? Enfin, parce que si tu as eu un business juste avant qui marchait très bien, qui ramenait du chiffre et cetera, tu nous dis: «On l'a déjà fait», donc tu savais que tu Ouais. pouvais y arriver, mais comment on se sent? Qu'est-ce qui se passe un peu dans notre tête quand, justement, on voit que ça c'est en train de chuter et qu'on perd un peu le pied, en plus? Parce que tu savais pas trop à ce moment-là, Ouais. comment rebondir, quoi? C'est la première fois que j'ai eu vraiment peur déjà dans mon business. Où avant, voilà, au début, quand tu fais pas d'argent, tu fais pas d'argent, ça peut pas être pire. Après, quand tu commences à en faire et que t'en fais plus, tu te dis bon, ça va, j'arrête de me payer. Ou en tout cas, voilà, j'étais freelance copywriter. Quand t'es freelance copywriter, tu factures très vite, très très bien. Et j'avais énormément d'argent d'avance quand j'étais freelance. Là, en plus, factuellement, quand je regardais mon tableau comptable, on faisait de l'argent, tu vois. On faisait toujours 10 000 euros par mois, en fait.
parce que j'allais les chercher, ces 10 000 euros par mois, ça demandait un peu plus d'efforts qu'avant, mais on les faisait. Mais pour moi, 10K par mois, j'étais à zéro, et si je faisais moins, j'étais vraiment enterré. Et là, c'était vraiment, ok, si tu fermes ta boîte, je veux dire, si tu fais faillite, c'est game over en fait, et c'est un vrai game over fort. C'est-à-dire que, alors, si tu pars, si tu peux fermer tranquille, c'est bien. Moi, je connaissais mal le fonctionnement, mais je me disais, mais je vais tomber en liquidation en fait. Et liquidation, pour le coup, c'est le game over. Après, tu ne fais plus d'entreprise en fait. Tu n'as plus le droit pendant X années. Donc, je me suis dit, j'ai pas trop envie d'avoir le game over. En fait, ça me convient pas. Donc, il y avait cette énorme pression sur les épaules. Et qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis comment je vais faire rentrer de l'argent, comment je vais faire rentrer de l'argent, comment je vais faire rentrer de l'argent. T'imagines le pire. Et après, c'est vraiment, au-delà de ce que tu te dis, c'est juste ton corps où tu reçois une facture prestataire et tout à coup, tu as l'impression d'être en danger de mort et faut que tu souffles, quoi. Voilà. Ouais, tu as senti qu'il y avait un gros impact, même physique, genre Ouais, l'angoisse qui monte quand tu reçois la facture et que c'est tu ça. sens que là, ça commence à monter et que ça Ouais, devient, presque, irrépressible, enfin c'est ça. ouais, que c'est chaud. Et Et en c'est plus plus émotionnel que, en vrai, c'est plus émotionnel que factuel ou quoi, parce que factuellement, j'étais là, bon, ça va. Émotionnellement, ça n'allait pas du tout, quoi. Et est-ce qu'avant d'arriver justement au game over, est-ce que tu t'es posé la question, j'arrête ou pas du tout? Ah non, justement, je ne peux pas arrêter, en fait. Il va falloir trouver des solutions parce que l'option arrêter n'est pas envisageable du tout. Pourquoi? Par ego? Non, pas par ego, plus par si c'est game over, je dois retourner prendre un job. Et en fait, ce serait la pire chose sur Terre qui pouvait m'arriver, parce que c'est pas non plus quand ça arrive, les jobs que tu trouves. Des jobs, il y en a plein, hein. Il paraît qu'en sortant de la rue, on peut en trouver un, mais bon, c'est des jobs de merde. Enfin, des jobs de merde, sans, sans, sans vouloir être péjoratif, j'ai pas envie d'être caissier à Carrefour, quoi. Et donc ça, il y en a plein, des jobs comme ça, mais c'est pas ce que je voulais. Et ça, pour moi, je perdais tout ce que j'avais, en fait. Je perdais mon appartement que je pouvais plus payer, je perdais peut-être ma vie à Nice, je perdais tout. Donc en fait, non, c'est mort. Et j'étais pas en paix avec ça. J'ai fait le travail pour être un peu plus en paix avec après, ça a été mieux pour l'anxiété, mais malgré tout, reprendre un taf n'est pas quelque chose que je me vois faire un jour, quoi. Ouais, c'était pas envisageable de repartir sur du salariat ou de mettre un poste, fallait que tu trouves une solution absolument pour continuer dans cette voie d'entrepreneur, quoi. C'est ça, exactement. ouais, et ça fait une pression supplémentaire quand tu as cette épée de Damoclès de te dire en plus, s'il y a la liquidation de l'autre côté et qui là t'empêcherait en plus d'être, entrepreneur après pendant X années comme tu disais, enfin d'avoir ta boîte pendant X années, ça te met une pression supplémentaire de te dire, ouais, je peux vraiment pas me permettre en plus de pas faire rentrer suffisamment d'argent et de passer en liquidation. C'est ça, exactement. OK, ouais. Ouais, donc tu as senti que ton corps ait commencé à, «S'il vous plaît, faites faites quelque chose, là, ça commence à devenir un peu tendu» et là, tu t'es dit: «Il faut reprendre, enfin, il faut changer quelque chose, là, concrètement, là, il faut cravacher Ça un a peu». ça a pris du temps, ouais. Ouais, Mais puisque ça a été 4 mois un peu de recherche, de bon, là on fait les consultings, ok, ça rentre, c'est bien, ça paye les factures, ça paye le salaire. Mais il y a eu quand même un temps de latence avant de découvrir déjà le trou sur le marché, de m'en rendre compte et de dire, bon, tiens, effectivement, je vais faire ça. Là, il y a eu un petit syndrome au début de l'imposteur, un petit peu, où en me disant, je vais lancer un mastermind, mais je suis qui pour lancer un mastermind? Et en fait, c'est passé assez vite, ça.
OK et du coup, donc tous ces petits déclics, ces choses que tu mets en place, est-ce que c'est des éléments que toi, tu as eu tout seul ou ton entourage a compté? Alors quand je parle d'entourage, ça peut être les proches, la famille et cetera, mais aussi l'entourage business. Est-ce que tu as pu, être soutenu par certaines personnes ou tu as tout fait tout seul dans ton coin, comme un grand, parce que tu es un bonhomme et que tu veux réussir par toi-même? Autant la famille et compagnie, j'ai pas tellement compté dessus. Autant, ouais, les proches business ont bien aidé à ce moment-là. J'ai reçu énormément de soutien de Charlotte à l'époque, de Aline aussi, qui ont bien, justement, qui ont toutes les deux beaucoup contribué en fait au lancement du mastermind quand j'ai lancé. Et quand elles ont mis de la lumière dessus sur leurs audiences aussi, ça a quand même bien aidé. Mais ne serait-ce que déjà le soutien, quand moi j'étais en PLS au mois de janvier, et qu'elles m'ont dit, mais de toute façon, si c'est la merde, on est là, ça te permet de continuer aussi, quoi, et de pas baisser les bras. Justement, d'avoir ne serait-ce que Charlotte, je pense qu'ils prennent en plus Dolce Vita et prendre soin de soi et faire attention, je pense aussi à son corps et ce qui se passe en soi. Est-ce que ça a pu aider aussi à t'aider à diminuer ne serait-ce que l'anxiété ou à voir un petit peu les choses différemment? Non, parce qu'on n'en était pas Non? encore là dans nos vies, on OK. n'était pas ensemble, elle était toujours sur Postadem, donc il y avait pas trop ces questionnements-là encore à l'époque entre nous. Ça marche. Ouais, mais déjà, au moins, le soutien, ne serait-ce que business, ça a aidé à C'est voir: ça. «OK, il y a peut-être un peu de lumière, et on va t'aider, tu pas tout seul et on va trouver des solutions quand même». Ouais, OK, exactement. OK, super, trop bien. Ah, Et est-ce déjà que, du coup, justement, le fait d'avoir, cet entourage business autour de toi, est-ce que c'est toi qui es allé les chercher entre guillemets? Est-ce que tu leur as demandé de l'aide? Ou est-ce que c'est elles qui sont venues à toi et qui t'en ont parlé? Non, c'est moi qui ai demandé de l'aide. D'où, attention, je place mon truc, d'où l'importance de faire partie d'un mastermind. Waouh! Parce que c'était justement, on était partis ensemble en mastermind en janvier, et c'est à ce moment-là que moi j'étais vraiment au plus bas, et que avec du coup Aline, Charlotte et un autre pote, on était en gros tous les quatre dans ce mastermind. Il y avait d'autres personnes aussi autour de nous, mais ça c'était vraiment le cercle de confiance proche. On s'était pris un moment là-bas à cet événement pour chercher des solutions, quoi. Et c'est moi qui leur ai dit, bon c'est la merde en fait. Bon, après, ils voyaient bien que j'étais un peu en PLS, mais c'est à ce moment-là qu'on a pris le temps pour ça, quoi. ouais, je pense que Lise, tu voulais voir si, parce que c'est souvent très féminin, on a remarqué, de pas oser demander de l'aide parce que, voilà, on a envie d'être forte, de trouver les solutions par nous-mêmes et cetera et donc c'est vrai qu'on aime bien avoir des hommes aussi au micro pour voir si, la difficulté à demander de l'aide ou à dire qu'on est un petit peu dans la merde là aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui peut être masculin, en tout cas qui vous traverse aussi parfois ou non pour toi ça va, c'était assez simple de concrètement de le dire, quoi? Pour moi, simple. Je sais pas si c'est une question de genre ou quoi, mais clairement, moi, dès que j'ai besoin d'aide ou qu'il faut que quelqu'un fasse quelque chose à ma place, et ça c'est depuis la fac, hein, c'est bon, j'ai pas fait j'ai pas fait le travail en fait, au secours. Donc je m'en suis toujours un peu sorti comme ça aussi, donc c'est pas un problème. Trop bien, ouais, pas de blocage, c'est bon. Tu sais que si tu as besoin d'aide, ça va plus vite en fait de demander de l'aide et bon, encore une fois C'est grâce ça. au mastermind, c'est le but aussi de j'ai bien compris la leçon. OK, OK, trop bien. Donc au bout de ces 4 mois quand même, il y a des solutions qui se mettent en place, hein, C'est ça. notamment ce mastermind là et du coup ça repart comme tu le veux, Ça enfin repart tu vois très que très c'est la bien. bonne Ouais. direction, mmh. Vraiment, le pivot est bien effectué. Je me retrouve avec des clients qui m'inspirent énormément. Ça fait de l'argent. Et, euh, et c'est plus simple, quoi. C'était vachement plus simple. Je m'y retrouvais beaucoup plus, en fait, dans ce business. Dans ce format de business, en tout cas. Et tu parlais du contexte économique, enfin du marché, notamment avec l'arrivée de ChatGPT. Est-ce que du coup, il n'y a pas eu aussi, parce que j'ai une double question, est-ce qu'il n'y a pas eu du coup un essoufflement du format membership? Parce que c'est, selon mon point de vue, un business model qui a percé il y a quelques années et qui aujourd'hui s'essouffle un peu. Donc est-ce que c'était pas déjà la fin potentielle des memberships?
Et autre chose, est-ce que du coup, l'arrivée du mastermind sur le marché francophone n'a pas aussi aidé au démarrage? Parce que c'est pareil, le mastermind, c'est quelque chose dont on savait même pas que ça existait il y a tout juste 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et Ouais. aujourd'hui, ça pousse un petit peu dans tous les sens. Est-ce que du coup, ça t'a pas aidé cette transition de marché pour rebondir? Pour le mastermind, oui, ça faisait 6-12 mois que ça se démocratisait un peu. Vu que nous, on était aussi dans un mastermind, qu'on avait tous un peu des audiences d'entrepreneurs, tout ça, ils disaient, ah, c'est quoi les masterminds, ça a l'air stylé et tout, donc ça vendait un peu du rêve. Donc il y a ça qui a donné de l'attraction, il y a vraiment eu un momentum en fait autour de ça. Tu vois, ouais, moi aussi je veux faire un mastermind, mais je veux pas payer 25 000 balles pour être dans un mastermind, ça se comprend. Donc il y a eu ça. Par contre, pour les memberships, là, moi, je vois une grosse recrudescence en ce moment des memberships, ce qui m'étonne quand on fait les maths et qu'on se rend compte que c'est de la merde. Mais à l'époque, c'était pas non plus hyper démocratisé quand j'avais le mien, mais c'est surtout au-delà de ça, c'est que un membership en termes d'offres, c'est un peu éclaté au sol puisque ça résout pas vraiment un gros problème. Donc et puis il faut re-signer les gens tous les mois et puis il faut les re-signer pour pas cher. Donc en fait là c'était purement mathématique le fait que ça fonctionne pas quoi. Je me permets juste de nuancer ton propos quand tu dis que le membership c'est de la merde. C'est de la merde J'espère que vous si en avez on pas a... d'ailleurs. Non, non, non. Mais je précise, c'est de la merde si on a une petite audience, effectivement, et si on n'arrive pas à faire rentrer des prospects de manière régulière en grande quantité, Oui, parce que tout le business model du membership est reposé sur la quantité, parce que tu fournis un abonnement petit prix pour justement aller chercher le plus de monde possible. Et si tu n'as pas beaucoup de monde qui rentre dans ton membership, effectivement, c'est pas un business model qui est viable sur du long terme. Et on en discutait justement, juste avant toi, on a enregistré avec Marielle de Et si on a avancé, qui nous parlait qu'elle avait lancé un membership aussi, et ça s'était essoufflé parce qu'elle avait du mal à renouveler en fait le flux de clients qu'elle faisait rentrer dans son membership. c'est ça. C'est ça le problème en fait du membership et je comprends ta nuance. Je comprends ta nuance. Maintenant, en fait, même pour avoir vu à quoi ça ressemblait, même si tu as une énorme audience, tu vas largement augmenter ton lot d'emmerde, puisque tu vas avoir plein de clients pas chers qui vont te faire chier. En tout cas, pas tous, hein, mais il va y en avoir un paquet. Et tu vas être constamment en train d'un côté, devoir signer des nouvelles personnes, et de l'autre côté, devoir faire inciter les autres personnes à rester. C'est-à-dire que tu as un double marketing qui te demande 2 fois plus d'efforts pour moins d'argent et plus de cons. Donc c'est difficile pour moi de défendre ça, quoi. Ouais, c'est ce que Marielle, elle nous disait, que c'est qu'une fois que les gens ils sont dans le membership, il y a aussi l'idée de il faut leur donner, enfin tout le temps, souvent, c'est ça, tous les mois, il faut pouvoir C'est ça. donner quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, qu'ils en aient pour leur argent, entre guillemets, ou même pas entre guillemets en fait. Et du coup, c'est vrai que ça fait une charge de travail supplémentaire. Et comme tu dis, en plus, faut aller chercher des nouveaux gens, puisqu'il y a des gens qui se désinscrivent aussi, c'est ce qu'elle nous disait. Et derrière, faut qu'on faire rester les gens. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui demande en fait beaucoup plus de travail, je pense, qu'on ne l'imagine, en tout cas quand on C'est pense ça. membership. Ouais, Et ouais, énormément. ok, ça marche. Trop bien. Lise, t'avais quelque chose à rajouter sur le membership? Non, c'est bon. C'est bon, la nuance est faite. J'ai fait mon petit disclaimer. Non, mais voilà, ne vous sentez pas offusqué, mais en tout cas, prenez les... Faites bien attention à tous les aspects du membership avant de le lancer si c'est pas déjà fait. C'est clair. Ok, trop bien. Et depuis, donc c'était 2023, donc le mastermind il est lancé. Depuis, tout va bien. Est-ce qu'on a eu des looses, des petites galères avec tout ça ou... Écoute, beaucoup moins, hein. Ça a été beaucoup plus un long fleuve tranquille. Il y a eu des petites périodes de stress où à l'époque je fonctionnais un peu par lancement du mastermind et par cohorte. Il y avait une cohorte de 4 mois, il y a eu une deuxième cohorte de 4 mois, ensuite il y a une cohorte de 6 mois. Et forcément, quand tu fais ton lancement, tu te stresses. Quand tu as moins de membres que tu espérais, ça fait chier. Donc, on a arrêté les lancements, on est passé en evergreen, hein. Maintenant, les gens peuvent rejoindre tous les mois et c'est vachement mieux pour eux et pour ma trésor. Mais sinon, non, depuis, là, ça fait bientôt 2 ans maintenant que j'ai pas trop à me plaindre, en fait. Bah, c'est Et cool. tant Du coup. mieux. Ouais, Tant c'est mieux. Et ça. tu disais justement, cet échec de membership, ça a été un échec très, très formateur. Du coup, justement, si on devait résumer, ça a été formateur dans quel sens? Qu'est-ce que ça t'a apporté de te
de foirer comme ça, hein, parce que là, littéralement, toutes les erreurs y sont passées. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de passer par là? Beaucoup de stress. Après, il y a plein de leçons. Il y a des leçons que même je pourrais pas te donner avec des mots, mais il y a eu des choses où, à la fois, ça m'a fait réfléchir à certains investissements, tu vois, où effectivement, moi, là, je faisais 120 000 balles par an, j'avais mis 25 000 balles dans un mastermind. C'est bien, mais c'est quand même pas la meilleure décision du monde parce que du coup, ça t'augmente tes charges, ça t'augmente ton stress et c'était trop par rapport à mon chiffre d'affaires. C'était beaucoup trop. Ça remet en question. Ça m'a appris quoi d'autre? Bah, ça m'a appris que bonne offre, bonne audience est la règle numéro 1 pour faire un carton. Et ça m'a appris que les memberships, c'est un sale plan quand même. C'est surtout ça. Et après, bah, il y a eu d'autres choses qui ont découlé autour de la pub, justement, en me disant, mais en fait, t'as fait de la pub et ça a marché. En me disant, en fait, la pub, c'est pas si compliqué. Bon, l'organique, par contre, je galère toujours, hein, ça on va pas se mentir. Mais au moins, il y a la pub qui vient pallier ce problème. Et c'était surtout autour de ça. Et après, il y a eu d'autres raisonnements autour de pourquoi je voulais un membership. Bah, parce que c'est simple, ça fait du cash récurrent tous les mois. Maintenant, signer une personne à 6 000 balles qui te paye en 6 fois, ça fait 1 000 balles par mois. C'est mieux que 100 balles par mois, quoi. Et puis en plus, c'est assez sûr que tu auras ces 1 000 balles par mois, etc. Ouais, Ce qui n'est pas le cas avec le membership si quelqu'un se désabonne. exactement, ouais. Donc ça m'a appris les maths et le marketing, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on apprend toujours, même si ça fait des années Ouais. qu'on bosse dans nos propres domaines d'expertise, on apprend toujours de nos erreurs, hein, finalement. Et c'est pas parce qu'on donne des conseils hyper pertinents qu'on se les applique aussi, forcément. Ouais. Et ça remet toujours un petit peu l'église au centre du village, donc c'est chouette que tu puisses nous le partager aussi. J'avais une question notamment sur les enseignements que tu en as tirés, parce que tu nous as quand même donné des choses assez concrètes, opérationnelles, tu vois. Mais est-ce que tu as des enseignements plus, comment dire, Mindset. mindset, ouais, voilà, sur cette expérience, quoi. J'en ai déjà une. C'est que bah, je repense à la pub, à tout ça. J'étais dans ma zone de confort et j'avais pas trop envie d'en sortir. Et ma zone de confort, elle m'a mis en PLS en fait. Et c'est marrant, comme les entrepreneurs, on est là à dire ouais, les salariés, sortez de vos zones de confort et lancez-vous. Mais une fois qu'on gagne un peu d'argent, nous, pareil, la zone de confort, on n'y touche plus quoi. Donc il y a ça déjà. C'est que effectivement la zone de confort, bah faut continuer à la travailler même quand t'es bien installé parce que sinon ça va vite être la merde. Il y a eu ça et autre élément mindset. Je sais qu'à l'époque, là je te dis avec le recul que c'est de ma faute. À l'époque, c'était la faute de tout le monde sauf de moi. Hein. Et c'est Ça y toujours est. de notre faute. C'est totalement toujours de notre faute, à moins que vraiment il t'arrive un accident provoqué par une autre personne. Voilà, tu descends dans la rue et tu te prends une voiture. Bon, bah, tu fallait pas descendre dans la rue. Donc c'est toujours de notre faute. OK. Ouais, tu as quand même eu une phase où tu étais là genre: «Oui, mais ça, c'est parce que ils comprennent pas ou C'est ça. parce que» Ils OK. sont On cons, se trompe. ils ont rien compris. Bah non, c'est toi qui es nul en marketing en fait. Putain. Et ça fait quoi, du coup, de réaliser que finalement, c'est pas la faute des autres et que c'est de la tienne? Comment tu te sens à ce moment-là? Bah ça fait du bien parce que tu sais que tu peux changer les choses en fait. C'est hyper intéressant, ta réflexion. Parce que tu vois, enfin, au premier abord, moi, quand je me remets en question et que je réalise que c'est moi qui suis la fautive, bah, forcément, ça me fait un peu chier, tu vois, parce que ça fout un coup dans l'ego, tout ça et tout. Et du coup, c'est pas que je mets du temps à accepter la chose, mais je mets du temps à me remettre en route pour changer les choses, tu vois. Alors que toi, du coup, ce que tu dis, c'est que t'as plus pris ça, bah, finalement, comme une chance de pouvoir changer les choses sans te autoflageller ou remettre en cause tes capacités, etc. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu dis que c'est la faute du reste du monde, bah tu peux rien y faire et tu te baisses les bras. Si tu dis qu'en fait c'est juste de ta faute et que t'es juste pas assez compétent, et bah deviens plus compétent en fait. Voilà. Ça arrive à résoudre le problème. Mais c'est trop bien, enfin, c'est ce que je dis tout le temps à mes coachés, je leur dis: «Mais en soi, c'est
tu as la responsabilité de là où tu es et de ce que tu as envie de faire. Donc oui, ça fait chier, ça peut faire mal à l'ego, Lise, comme tu dis, parce que putain, c'est de ma faute en fait si j'en suis là. C'est effectivement que j'ai pris des décisions ou fait des choses qui n'étaient pas forcément optimales. Mais en même temps, je leur dis la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est de ta responsabilité. Donc ça veut dire que c'est toi qui peux changer les choses aussi. Et alors, ça pique un moment, mais après, en fait, c'est trop bien, comme tu dis, PB, bah oui, c'était de ma faute, donc c'est moi qui contrôle, donc je peux changer les choses, je peux arranger les choses, c'est merveilleux. Ça va demander peut-être un peu plus de taf et de remise en question, mais au final, c'est toi qui gères, quoi, c'est toi qui as les cartes en main, donc c'est toujours mieux que de se dire, «Oh mon Dieu, le monde est contre moi, l'univers est contre moi, Mercure Ça. rétrograde et du coup, Ouais. tout est de la faute de Mercure!» Trop bien, trop intéressant et trop intéressant de savoir que oui, au premier abord, sans la prise de recul, c'était la faute des autres, évidemment. Il y a 2 ans, j'étais là, ouais, mais c'est tous des cons. Aujourd'hui, vraiment, quand il y a un truc qui marche pas, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je fais mal? Il y a un truc que je fais mal, qu'est-ce que c'est? Tout simplement. OK, trop bien. Et du coup, est-ce que tu aurais alors c'est déjà des très bons conseils en soi, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose vraiment, si on devait retenir quelque chose, un conseil, alors que ce soit mindset ou justement, business pur et dur, pour, bah, justement pas rester bloqué, pour pas rester, enlisé dans sa zone de confort qui finalement n'est plus trop confortable, enfin qui peut devenir inconfortable? Est-ce que tu aurais, 1 ou 2 conseils à nous Ouais. prodiguer? Il y a 2 choses. Le premier, bah, par rapport à cette zone de confort, c'est effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, non, je veux pas faire ça. Bah, déjà, j'irai chercher pourquoi. Est-ce que c'est une question de croyance? Est-ce que c'est une question de peur? Est-ce que c'est une question de valeur? Si c'est une question de valeur, très bien, ne le fais pas. Si c'est une question de peur et de croyance, arrête de te dire de la merde et bouge-toi le cul. Si c'est une question de peur et de croyance sous couvert de valeur, arrête et bouge-toi le cul. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est important d'aller creuser, en fait. Pourquoi on veut pas faire les choses? Ah non, je veux pas faire de pub. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Ah oui, en fait, t'as juste la flemme. Voilà. T'as pas envie d'apprendre, quoi. Non, parce que c'est un truc de vendeur de rêve. Ok, donne-moi des preuves que c'est un truc de vendeur de rêve. Donne-moi des preuves que toi, tu vas être vendeur de rêve en fait en faisant ça. Tu vois, donc là, on fait un renégocier la croyance. Donc là, on est un peu plus, c'est un peu plus constructif comme réflexion. Et l'autre chose, moi, c'est toujours vraiment une question de compétence. Et c'est tout ce qui nous freine toujours en fait, compétences et croyances. À partir du moment où tu as fait sauter ta croyance, va choper les compétences, deviens compétent, deviens compétent, deviens compétent. Et c'est pour moi le plus important. Ok, et d'un point de vue plus, un conseil peut-être plus opérationnel, tu vois, quand on s'aperçoit, peu importe ce qu'on a mis en place, hein, que ça marche pas, que ça n'a pas les résultats escomptés, etc., qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue opérationnel pour rebondir ou aller chercher les premiers éléments de réponse sans forcément passer par la case mindset et je me remets en question toute seule. Donc souvent, moi je vois des personnes qui disent putain, je fais tout bien et ça marche pas. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc qui est pas bien fait, en fait. C'est voilà. Et souvent les personnes qui disent ça, on s'est fait la remarque avec Charlotte, peut-être que vous en avez parlé aussi, c'est que nous, par exemple, en tant que coach, en tant que mentor, on donne un plan d'action. La personne a dit ouais, j'ai suivi le plan d'action à la lettre. À la lettre, tu lui as dit de faire un risotto et t'as fait une paella en fait. Tu vois, il y a du riz, il y a des aliments dedans, mais c'est plus du tout la même recette. Et bon, après là, j'exagère le trait. Hein. Parfois, c'est juste, tu lui demandes de faire une paella, elle met pas les crevettes. Bah, ta paella, c'est un quoique sans crevettes, ce serait vachement plus simple à bouffer une paella quand même. Mais disons que voilà, il y a pas de crevettes. Et bah t'as pas respecté la recette, t'es à 1% peut-être d'avoir le truc qui fonctionne, mais en fait ce 1% il est décisif et nous on se rend compte qu'on donne un plan, la personne elle dit mais si j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, sauf qu'elle en a un peu dévié en faisant un peu les trucs à sa sauce et en fait fais pas les trucs à ta sauce. Quand t'as quelqu'un qui te dit qui a plus une expertise que toi et qui te dit quoi faire et comment bien le faire, fais ce qu'il dit. Vraiment, moi je fais pareil en sport, ça fait 10 ans bientôt que je fais de la muscu. Ça fait 8-10 ans que je prends les programmes sportifs et que je les fais un peu à ma sauce et je vois que les résultats ne sont pas là autant à la hauteur de ce que je voudrais. Donc juste écoute le coach, fais ce qu'il dit et voilà. Et du coup, ça me permet de répondre à ta question et totalement refourguer ma cam à nouveau. Mais genre, faites-vous accompagner par des gens qui sont compétents, quoi.
une fois que le mindset est fait, en fait. Voilà. Trop bien. Mais c'est trop marrant comme image parce que ça me fait vraiment penser aussi dans les recettes de cuisine qui sont en ligne où voilà, tu as toute la recette. Tu as des gens qui commentent en disant alors moi j'ai mis ça à la place de ça, j'ai remplacé le beurre par ça, j'ai mis tel ingrédient à la place de ça et bon c'était pas ouf. Bah oui, c'est pas la recette. C'était pas ouf. Ça peut c'est être pas la... excellent, Mais mais c'est ça pas peut la aussi recette être originale, dégueulasse. quoi. C'est ça. En fait, on parle pas de la bonne chose, quoi. Mais du coup, ça me donne vraiment cette image, effectivement, de OK, j'ai une recette, mais il faut absolument que j'y mette ma sauce et que je teste même pas. En plus, c'est souvent ça, c'est que les gens ne testent même pas la recette initiale qui a pourtant été travaillée. Et comme tu dis, si en tant que coach, tu donnes un plan d'action, c'est que ça a été travaillé, que c'est réfléchi et que c'est pas pour rien qu'il y a A avant B. Mais les gens, en fait, mettent tout de suite leur sauce et c'est ça qui... Bon, ça peut donner un bon résultat, mais ça peut aussi prendre plus de temps, du coup, à C'est ça. arriver, quoi. Bah, surtout quand Exactement. c'est quelque chose que tu maîtrises pas forcément, une compétence que t'as pas. D'abord, applique ce qu'on te dit, ce qu'on t'apprend, etc. Et une fois que tu maîtrises la recette, putain, on va garder l'analogie pour le titre de l'épisode. Une fois que tu maîtrises la recette, là, tu peux te permettre d'y rajouter ta sauce ou un petit truc qui te convient mieux. Mais quand tu débutes, quand tu te lances ou quand tu fais quelque chose pour la première fois, essaye pas de réinventer la roue, quoi. Enfin, tout simplement. Exactement, c'est ça. OK, trop bien. C'est un beau mot de la fin. Est-ce que tu as autre chose à nous rajouter, un mot de la fin ou ça c'était bien? Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Vraiment, partez avec ça. C'est si on vous dit quelque chose et qu'on vous donne une priorité. Si la priorité, c'est par exemple d'aller prospecter, qu'on vous dit il faut que vous prospectiez, il faut que vous fassiez du contenu et ensuite on verra pour créer votre site et que vous nous dites bon bah du coup ok impeccable, je vais me concentrer sur mon site. C'est pas ça. Donc suivez vraiment, écoutez des experts plus compétents que vous et faites ce qu'ils vous disent, quoi. Et rejoignez le mastermind. Vous pouvez. OK, très bien. Bon, bah parfait. Du coup, on te retrouve où si on veut te contacter, te poser des questions? On peut me retrouver sur Instagram à PB Poncelin, PB pour Pierre-Baptiste, Poncelin, bah, c'est mon nom de famille. Et voilà. Parfait, super. Bah merci beaucoup. Merci à vous, j'ai passé un très bon moment. Merci. Et merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?